J'arrive toujours pas à croire que nous soyons passés de ça à ça. Vraiment, ça me dépasse. Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette très longue vidéo. Je vais vous partager mon avis concernant tous les Predators, il y en a un petit paquet, et j'inclus dans le lot les Aliens versus Predators, car il faut en parler quand même, hein. J'en ai déjà parlé dans ma grosse rétrospective spéciale Alien, mais je vais revenir un petit peu dessus parce que je les ai revus dernièrement, enfin j'ai tenté de les revoir, et il y a des choses à dire. Il y a des tas et des tas de choses à dire sur tous, sur chacun d'entre eux, et ça me fait mal au cœur parce que parler de Predator, c'est parler d'une énième licence qui s'est vu se faire massacrer progressivement, film après film, au même titre que les aliens, enfin, encore que Alien, c'est différent, parce que j'estime que les aliens qui ont suivi après le premier étaient très bons. Je le redis encore une fois, je fais partie des rares à défendre, je le défendrai jusqu'au bout, cet Alien Résurrection. Je ne comprendrai jamais la haine et le mépris pour ce film de science-fiction bien pop, ou pulp, je sais plus comment on dit. C'est un bon film, objectivement, visuellement et scénaristiquement. Ça n'a rien à voir avec le premier Alien, tout comme ça n'a rien à voir avec Alien 3 et Alien 2, mais quoi qu'il en soit, j'estime que cet Alien a son identité, sa patte, son originalité, et c'est très très loin, j'estime, de ce qu'on a vu dans la suite, notamment Alien Earth. Coucou Alien Earth. Vous avez des nouvelles d'ailleurs de la deuxième saison là, qui est censée sortir bientôt, hein, pas de bruit, rien, je veux dire, j'ai rien capté, que dalle, tu m'étonnes. Là, aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre 2025. J'ai 35 ans aujourd'hui, les gars. J'ai 35 piges. Wouh! J'arrive toujours pas à réaliser. Et si, je réalise, mais sans vraiment réaliser, quoi. C'est bizarre, c'est particulier. C'est à la fois normal et en même temps bizarre. Je sais pas trop, vous me direz, hein, pour ceux qui ont passé la trentaine, savent ce que je ressens. En tout cas, c'est bon, on y passe tous, et écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Et en tout cas, je suis heureux de savoir que nous partageons un petit peu cette date ensemble, cet anniversaire, hein, voilà, que vous m'aimiez ou non, je suis content de savoir que vous êtes derrière cet écran, à me regarder, à m'écouter, et j'espère que mes avis successifs concernant la saga Predator va vous ravir, car même si je les ai pas tous appréciés, loin de là, eh bien, j'ai quand même des choses à relever. Pas mal de coups de gueule aussi, et je pense que ça fera du bien à certains, parce qu'il faut exorciser certaines choses, hein, et je pense que dans ce genre de cas de figure, c'est important d'en parler. Pour autant, je ne vais pas sombrer dans une certaine forme de critique trop facile. Je vais tâcher d'être factuel au maximum, de trouver les bons côtés dans les mauvais films. Et des mauvais films, du côté de Predator, finalement, il n'y a presque que ça, on va pas se mentir, à l'exception du premier et du 2, même si le 2 a beaucoup de défauts, et il porte en lui plusieurs similitudes qui me rappellent une autre saga, la saga Robocop, qui, pareil que pour Predator, on démarre avec un immense chef-d'œuvre, et la suite est non pas ratée, mais quand même très en deçà et assez différente de ce qu'on a vu dans le premier. Et c'est pour ça que je ne comprendrai jamais, j'en profite, hein, je dis ça pour les amoureux de cinéma, surtout le cinéma à l'ancienne, pourquoi les grands réals, ils ne recommencent pas, ils ne relancent pas leur licence, par exemple. C'est dommage que Scott n'ait pas produit son propre Alien 2. Tout comme c'est dommage que Paul Verhoeven n'ait pas réalisé lui-même son Robocop 2. Il y a que James Cameron, finalement, qui a tenu bon et qui a réalisé son Terminator 2 après Terminator 1. Donc je pense que les grosses licences, ils devraient être laissées les grosses licences qui marchent, ils devraient être laissés impérativement au créateur d'origine, au mec qui a produit le premier film. Et après, on laisse se relâcher, mais le deuxième volet, c'est celui justement qui ne doit pas être raté. Et j'estime que dans ce genre de cas, il faut laisser le champ libre au créateur de base. Je me fais comprendre? Bon allez, c'est parti pour cette... désolé pour cette longue intro quand même, donc on va rentrer dans le vif et parler des Predators. Donc naturellement, je parlerai en premier. Je vais pas faire un classement en fonction de ceux que j'ai aimés et ceux que j'ai détestés. On va y aller chronologiquement, on va commencer par le premier et terminer par le dernier. Je vais reparler brièvement de Predator Badlands. Parce que maintenant, ça y est, je suis un petit peu à chaud, à froid, donc j'ai pas mal réfléchi au film, j'ai pas mal réfléchi par rapport au film, et je vais donc vous partager un nouvel avis concernant Badland, parce que vraiment, c'est ça, hein, je sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin parfois de temps pour méditer sur un film. Par exemple, la première fois que j'ai vu Mother, ce film ne m'a presque rien fait, alors que pourtant, il est quand même méga hardcore.
enfin, je veux dire, c'est quelque chose, c'est une véritable expérience qui monte crescendo. Et en fait, c'est au deuxième visionnage où j'ai pété un plomb quand je l'ai vu. Il m'a fallu du temps pour l'accepter. Il m'a fallu du temps pour apprivoiser ce film. Et bah, pour Badlands, dans un autre style, hein, bien sûr, hein, je compare pas du tout les deux. Bon, eh bien, il m'a fallu un petit peu de temps, comme pour le gros des films que je vais voir, pour, on va dire, laisser mûrir un petit peu, pour que je remette mes idées en place. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on se retrouve dans les commentaires pour que vous me donniez votre avis. Je veux savoir quel est votre Predator préféré. Je veux savoir quel est votre... Parce que je sais que pour tout le monde, ça va être le 1, mais je veux connaître votre plaisir coupable. Je veux que vous assumiez dans les commentaires si par exemple vous avez aimé Prey, si vous avez aimé Predators de 2010, si vous avez aimé le Predator de 2018, je veux savoir. Je veux savoir, je veux que vous le disiez, je veux que vous l'assumiez. Et vous trollez pas, hein, vous dites la vérité, vous dites ce que vous pensez, parce que je veux voir s'il existe des gens qui ont vraiment aimé ce Predator. Voilà. Bref, je vous souhaite un excellent visionnage. On va commencer naturellement avec le premier Predator, donc film réalisé par John McTiernan. C'est complètement fou parce que John McTiernan aura sorti 2 masterclass en l'espace de 2 ans. Donc en premier, il me semble, Predator, et juste après, Piège de cristal. Un film d'action qui refuse de vieillir, c'est dingue parce que bah, quand on le regarde avec le regard d'aujourd'hui, bon, on voit que c'est un film qui date des années 80, mais c'est peut-être le film des années 80 qui a le mieux vieilli avec le temps. On a, comment dire, c'est... Encore une fois, on voit que ça se passe dans les années 80, mais il n'y a aucun problème à le regarder aujourd'hui en 2025, et il n'y aura aucun problème pour le regarder en 2030, 2035, 2040, contrairement à d'autres films des années 80 qui ont plutôt mal vieilli. Bon, et bien celui-là, je trouve que, du point de vue temporel, il traversera les époques à la même vitesse qu'un 9 mm tiré par le Beretta de John McClane, donc c'est John McTiernan, c'est pas n'importe qui, et je regrette, hein, tiens d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais j'estime que Piège de cristal est largement au-dessus d'une journée en enfer du même John McTiernan. Le troisième volet de Die Hard, pour moi, il est assez surcoté. Il est naturellement bien au-dessus du deuxième volet, mais je pense que Tierman aurait dû justement réaliser le deuxième Die Hard plutôt que le troisième, pour qu'on reste dans une bonne continuité. Je pense qu'il nous aurait fait un truc de zinzin, parce que c'est vrai que le 2, bon, il était pas mauvais, mais il est pas non plus inoubliable, quoi. Donc, il fait partie également, Die Hard, ça fait partie de cette licence qui a été rattrapée vraiment, qui était à ça de mal finir. Bon, eh bien, pareil, premier véritable chef-d'œuvre, deuxième volet, film mid, sans grand intérêt. Donc, vous voyez, les grands réalisateurs, quand ils lancent une licence, ils devraient s'occuper du deuxième volet. Je lance une théorie, hein, c'est moi. Donc, Predator, première fois que je l'ai vu, je sais pas pour vous, mais je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, et ça m'avait choqué, parce que naturellement j'avais été choqué par la violence, donc on était à l'époque en 2000, ouais, non je raconte des conneries, je l'avais vu à 10 ans, en 2000, ça y est, je me rappelle maintenant, les cassettes, tout ça. Ouais, les gars, les cassettes, vous vous rendez compte, hein, ceux qui regardent cette vidéo, les jeunes, à une époque, on regardait les films sur cassette vidéo. Et c'était à l'époque le nec le plus ultra de la technologie. Et donc, Predator, quand je l'ai vu la première fois, il m'a fait un... Comment dire, même si j'avais été horrifié par la violence du truc, une violence qui a été naturellement atténuée avec le temps, parce que je l'ai revu dernièrement, bon, voilà, quand je dis dernièrement, c'était quand j'avais 20 ans, je l'ai revu, donc, ouais, il y a 15 ans, parce que j'avais mis une petite pause avant de le revoir. J'avais relancé, je crois, 10 ans après, quand Predators est sorti, le 2, enfin la version de 2010, et je me suis relancé remis l'ancien, et cette fois je l'avais regardé en VO, et la VO justement a des subtilités que la VF n'a pas. Vous allez me dire que c'est normal, mais quand même je tiens à insister, je vais revenir là-dessus, parce que il y a un élément à prendre en compte par rapport à la VO, que beaucoup d'anciens ont zappé, parce que je me mets à la place des anciens qui ont grandi avec Predator, qui l'ont découvert, et bien pour une bonne partie d'entre eux, ils n'ont pas vu la version originale, ils se sont tapés avec la version française, et malheureusement la version française a un petit peu dénaturé la voix du Predator, alors que la voix originale, il y a des petites subtilités dont je vais parler, mais avant toute chose, ce Predator m'a bien marqué, et il est resté greffé là, alors que pourtant, c'est pas que j'étais un grand amoureux des films d'Alien, tout ça, j'aimais bien les films de soldats, de gens qui se tirent dessus, j'adorais ça quand j'étais gosse, mais les bails avec les extraterrestres, ça me parlait pas trop. Alien, par exemple, ça me parlait pas quand j'étais jeune. Mais pourtant, ce film est resté là. Alors que, ce qui est fou avec Predator, c'est que on tient un nanar en réalité, du point de vue scénaristique. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais du point de vue scénaristique, c'est quoi ? C'est un extraterrestre qui est envoyé dans la jungle et qui se bat contre des mecs qui sont surbodybuildés. Voilà le concept de Predator. Et qu'est-ce qu'on a ? Finalement, en définitive, on a un chef-d'œuvre, un quasi chef-d'œuvre. Donc, comme quoi, le scénario, il a beau être stupide,
s'il est correctement mis en scène, s'il est correctement écrit, s'il est correctement, comment dire, si le mec derrière la caméra a une vision, eh bien on peut accoucher d'une merveille qui traverse les années, qui traverse les âges, sans problème. Regardez, le film est sorti, il va avoir 20, 30, qu'est-ce que je raconte, il va avoir 40 ans bientôt, pourtant, eh ben on en parle encore. Et si on en parle encore, ça veut tout dire. C'est pas qu'une question de nostalgie, une question de délire, de mecs de la génération X qui bouclent sur leurs films de leur génération. Non, non. Si on continue à en parler encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est génial, tout simplement. Et ma copine, par exemple, qui n'est pas du tout réceptive à ce genre de film, ce genre d'histoire, eh bien, elle a été accrochée par quelques scènes. Bah c'est grâce à la mise en scène de John McTiernan. Et alors en soi, je vais pas trop rentrer dans les détails concernant l'origine du film, etc., comment il a été lancé. En tout cas, j'ai aucun doute que ça a dû être un sacré bordel de tourner un film pareil dans une jungle, parce qu'ils ont tourné ça, je sais plus où, en Colombie ou un coin comme ça. Et donc, les seules anecdotes que j'ai retenues, c'était comment ça s'appelle, alors il y a cette anecdote que tout le monde connaît, qui entoure le personnage incarné, le personnage de Billy, incarné par Sonny Landman, si je me rappelle bien. Bon, eh bien, la rumeur veut que Sonny Landman avait un garde du corps, non pas pour le protéger lui, mais pour protéger les autres de Sonny, parce que c'était un gars qui était a priori un petit peu instable, et il était du genre à rentrer dans le tas si jamais on lui faisait une réflexion, si on le prenait un peu de haut, ou un truc comme ça. Le mec se laissait pas faire. Et d'ailleurs, repose en paix, Sonny, parce que t'étais un grand acteur, révélé sur le tard d'ailleurs, je crois qu'il a été révélé vers 40 balais, un truc comme ça, justement avec Predator. Enfin, au début, on l'avait vu, je crois, il a un tout petit rôle dans les Warriors, un petit rôle de flic, genre quelques secondes, et on l'a revu après, donc dans Predator, dans les années 80, il a eu que des petits rôles, notamment un qui est inoubliable dans ce film avec Carl Weathers, à l'époque vraiment c'était le Testostéroland, les films d'action, et à chacune de ses apparitions, eh bien, il marquait la rétine, il accrochait l'objectif. Et je regrette que cet acteur n'ait pas eu la carrière qu'il aurait mérité, qu'il aurait dû avoir, d'autant plus qu'il a subi une tragédie en 2000, où il a été amputé de ses deux jambes à cause d'un accident de bagnole, voilà, puis il est mort peu après, il est mort, je sais plus, il y a 10 ans, enfin, il est mort, voilà, c'est tragique, donc petite pensée pour Billy. Et donc tout le monde connaît cette anecdote comme quoi il se laissait pas faire, il était du genre à rentrer dans le tas quand quelque chose avait tendance à le déranger un peu. Et il y a ça comme anecdote, et il y en a une autre, c'est que c'est pour ceux qui aiment bien tout ce qui est muscu, tout ça, parce qu'il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, j'écumais pas mal les magazines, enfin je lisais beaucoup de magazines et de bouquins de muscu, et j'adorais lire les interviews d'acteurs, donc qui étaient balèzes, parce que les acteurs c'était avant tout les égéries du monde du fitness, combien de gamins se sont lancés dans la muscu grâce à Schwarzenegger, Stallone et Van Damme. Ça se compte par millions. Ces mecs-là, c'était les représentants de même Carl Weathers, sans l'oublier, qui avait un physique de malade. Tous ces gars-là ont poussé des millions de gamins à s'intéresser à la muscu, au développement personnel, au fitness, tout ça. Parce que tout est lié, développement personnel, fitness, et donc je lisais pas mal d'articles, et je suis tombé une fois sur une interview de Jess Ventura, et il hallucinait que par rapport à l'entraînement, parce que les gars continuaient à s'entraîner malgré le fait qu'ils étaient sous la jungle, qu'ils étaient dans la jungle, et ils avaient une petite salle, a priori ils avaient une petite salle de muscu, etc. Et Ventura, a priori, il expliquait dans son interview qu'était Ventura, c'est un Golgoth, c'est un catcheur, le mec il a une mâchoire de Tchad, il est monstrueux physiquement, c'est un gars qui avait fait l'armée, qui avait été chez Navy Seals, le gars est monstrueux, et il était surpris que Schwarzenegger s'entraîne avec des poids aussi légers en muscu, et il disait mais attends, moi je m'entraîne avec des poids super lourds, et lui il prend des bails de fillettes, c'est ses mots, c'est pas les miens, il trouvait ça surprenant, et Schwarzenegger lui expliquait, il disait mais mec, la fondation est faite, j'ai construit mon corps, maintenant c'est juste de l'entretien, et Ventura a remis en question sa méthode d'entraînement après cet échange avec Schwarzy. Et il me semble que Schwarzy a failli crever pendant le tournage. J'avais lu pareil un magazine, mais il y a longtemps, qui expliquait qu'il avait une blessure au bras ou un truc comme ça, où il a dû être opéré, il a dû repartir à Los Angeles pour être opéré, puis après il a dû revenir juste après. Ces mecs-là sont des machines de guerre, vraiment les Schwarzenegger, Stallone également, qui, rappelez-vous, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas cette anecdote, mais je veux juste que vous vous mettiez dans le mindset de ces gars-là, parce qu'on pense que les acteurs c'est un peu des divas, des trucs comme ça. Alors certains oui, mais d'autres non. Et un gars comme Stallone, par exemple, pour rappel, quand il a tourné Rocky IV, parce que c'est lui qui était à la mise en scène, qui filmait, qui était réalisateur, comme pour Rocky III et Rocky II, pendant une scène de combat où il se filmait avec Dolph Lundgren, qui pour rappel est un Golgoth de presque 2 mètres, qui est super balèze, athlétique, pro, etc. Il avait demandé à Dolph Lundgren de l'envoyer au tapis. Lundgren lui a mis un gros coup dans le cœur, il lui a pas tapé dans le crâne ni rien, il lui a juste tapé dans la cage thoracique. Qu'est-ce qui s'est passé ?
3 jours de coma pour Stallone. 3 jours. Le mec a été 3 jours en coma artificiel, il me semble, il était évanoui, ils l'ont mis dans le coma, et après 3 jours, le mec est revenu sur le ring pour continuer à tourner le film. Est-ce que vous vous rendez compte du degré de jusqu'au boutisme et de radicalité artistique presque, j'ai envie de dire, pour ces gars-là, quoi. C'est des machines, et je trouve ça sidérant que ces gars-là soient aussi humbles malgré leur parcours de vie, quoi. On parle de gars qui ont tourné dans la jungle, qui ont vu des folies, qui ont fait des dingueries, et pourtant les mecs, quand vous les écoutez, ils vous parlent comme si c'était votre voisin, ou voilà, c'est sidérant l'humilité des Américains, alors que les mecs ont fait des trucs complètement fous, quoi. Que nos acteurs français prennent exemple. Et donc, bon voilà, c'est Predator, on ressent qu'il y a, j'y reviens, excusez-moi, on ressent qu'il y a une aura autour de ce film parce que ça sent le vécu, ça sent la sueur, ça sent la jungle, ça sent l'humidité, ça sent le travail, et en même temps ça sent le fun, parce qu'on sent que les gars ont dû se marrer quand même, ils ont dû bien s'amuser, il devait y avoir, comment dire, comme c'est des gars qui étaient tous balèzes, qui avaient confiance en eux, il devait y avoir, j'imagine, quelques petites batailles d'ego, c'est logique, mais en même temps, les gars devaient être respectueux, devaient bien faire leur taf, et en soi, on ressent une alchimie entre tous ces persos. Je serais surpris d'apprendre que les mecs pouvaient pas se blairer, qu'ils se sont mis des coups dans les pattes pendant le tournage, parce que tous les gars sont raccords, et font partie du décor, du paysage. Et ce qui est sidérant, c'est que, encore une fois, je leur dis, c'est que le film, le scénario tient sur un timbre-poste, c'est un nanar, mais c'est John McTiernan qui est aux manettes, donc c'est vraiment, prenez ça en compte, hein, parce que c'est pour ça que j'en ai un peu assez des petites, désolé, je vais le dire comme ça, mais des boomers, et je sais que certains d'entre vous vous reconnaissez, je pense que la majorité de ceux qui regardent cette vidéo, vous reconnaissez dans ce que je vais dire, et ça doit pas plaire, mais les gars, acceptez que l'époque change, je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quand vous étiez gamin, par exemple, vous étiez content que ça évolue. Vos vieux, par contre, ça les emmerdait que ça change. Mais c'est comme ça, c'est un turnover, faut s'adapter. Et, c'est pas pour autant d'ailleurs que l'époque change, que les souvenirs ont disparu. Non, on continue toujours à parler de ces films, ils continuent de nous faire rêver. Voilà, c'est j'aimerais que certains prennent un peu de recul, parce que je vois trop de réactions épidermiques par rapport au dernier Predator, qui est très très loin, bien évidemment, du premier et du deuxième. Mais il y a un moment, les gars, faut redescendre un petit peu sur terre, et il faut aussi voir la vérité en face, parce que ça, je vais en reparler quand je vais aborder le cas de The Predator, parce que The Predator, c'est la preuve vivante que jouer à fond sur la nostalgie, la carte de la nostalgie, et surtout vouloir revenir un petit peu aux sources, c'est pas la meilleure des choses à faire. Quand l'époque a changé, il faut l'accepter et s'adapter, et pas chercher à, on va dire, ressusciter une âme, une vibe qui a disparu depuis longtemps. Mais bon, c'est encore autre chose, j'en parlerai davantage dans The Predator, quand je vais en parler. Et Predator, le de 87, que dire, eh bien, trop de choses. Visuellement parlant, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire non plus à un Ridley Scott, on n'a pas affaire à... En fait, parce que c'est ça la manière de filmer de John McTiernan, il va pas vous sortir des plans inoubliables, des trucs à la Spielberg ou la James Cameron, il va pas vous sortir des plans qui pourraient être utilisés comme wallpaper sur votre ordi, mais il va, il va vous offrir des plans simples, mais qui restent raccords et de haute qualité, j'ai envie de dire, ça fait cinéma tout simplement. Il n'y a aucun plan dont je me rappelle qui m'a vraiment marqué dans Predator. Par contre, au niveau scénaristique, au niveau de l'action, au niveau de la cohérence, c'est solide. Et naturellement, on se laisse embarquer dans l'histoire par l'équipe de Dutch. En plus, ça lui va très bien, ce surnom, à Schwarzy, qui était assez surprenant, parce que, mine de rien, on était habitué, on s'est habitué à son rôle dans Terminator, dans son rôle dans Commando, parce que ça y est, il commence à avoir l'habitude d'avoir des rôles de mecs bodybuildés qui tirent dans le tas, qui défoncent plein de mecs. Mais là, j'avoue que ce rôle, sans être un rôle de composition, eh bien, il a une certaine forme de subtilité. Il est pas, on n'a pas affaire à une machine de guerre comme dans ses précédents films. Il a une certaine forme d'humanité, comme notamment, il comprend que son pote, Carl Weezer, l'a un peu baisé par rapport à l'ordre de mission, que la meuf elle veut buter le prédateur, et puis il comprend qu'il faut pas qu'elle ait un flingue. Cette scène m'a vraiment marqué. Je crois que c'est peut-être la scène qui m'a le plus travaillé dans ma vie, c'est le passage où le pauvre Billy se sacrifie, où il comprend, parce que vraiment, pareil, ça aussi, c'est à prendre en compte, c'est le travail des personnages. Ils ont tous leur identité propre, voilà, je vais parler de ça avant tout. Tous ces personnages sont attachants parce qu'ils ont une identité. On a Duke, le mec, le noir qui fait peur, quoi. Le gars, il veut,
il dit pas de bruit, il parle pas. À un moment, il y a un passage où, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont, enfin, ouais, vous vous en rappelez forcément, mais quand il y a Carl Weathers, qui est un gars des forces spé, mais qui est un peu resté trop longtemps dans les bureaux, et qu'il y a, il fait du bruit, en fait, il glisse sur une feuille, et il y a Duke qui le chope entre quatre yeux, et puis il fait, ouais, j'en ai rien à foutre, moi, que tu sois comment ça s'appelle, un gars des bureaux, qui soit gradé, et si tu me fais encore chier, je te pète la nuque et je te laisse crever là, quoi. Oh, j'étais wow, c'est quoi ce délire quoi. Et le personnage de Duke, qui d'ailleurs est joué par le même gars qui a joué Cook dans Commando, pareil face à Schwarzenegger. Vraiment un acteur, comment dire, inoubliable quoi. Même c'est lui qui jouait également enfin on l'a vu dans plein de films, mais il jouait l'un des flics ripoux dans Payback et il faisait le directeur de tôle dans Prison Break, dans Lost, dans la saison 2 je crois. Et enfin le mec il est inoubliable à chaque fois, à chaque regard, il a cette présence, il a cette aura, quand il se déplace on dirait presque qu'il flotte. Grand acteur, pareil, humble, qui était là, qui se donnait à fond à chaque fois, sans trop en faire. Ça qui est dingue, c'est que le mec, il avait, il a ce truc. Et donc j'adore aussi Duke, son rapport avec le rapport fraternel qu'il a avec j'ai oublié son nom dans le film, mais celui qui est incarné par Jazz Ventura, celui qui a la Gatling avec le chapeau et avec son t-shirt MTV. C'est tous les deux vraiment ils faisaient la paire, hein, vraiment une bonne alchimie, alors que pourtant c'est pas on voit pas leur relation entre guillemets évoluer dès le début du film. Non, c'est pris en cours de route. On les voit échanger 2-3 phrases, on les voit discuter un petit peu, il y a 2-3 regards et les mecs on comprend que c'est deux refs quoi, c'est deux frères. Et ça il y a pas eu besoin d'une heure et demie de préparation pour ça qui est dingue, c'est que dans ce film on s'attache aux personnages, enfin les personnages on ressent une comment dire un amour fraternel entre eux, alors que pourtant, c'est des persos que la caméra n'est pas braquée sur eux H24. Il y a des moments de coupe, etc. On voit d'autres personnages, on voit la jungle, le prédateur, tout ça, et pourtant, ça suffit, ces quelques secondes, ces quelques minutes suffisent pour qu'on s'accroche à tous ces individus. Et naturellement, ces personnalités sont pas leur jeu, leurs émotions sont palpables, voilà. Donc pareil, je pourrais retenir le personnage de leur... il me semble que c'est Shane Black, le gars qui fait de l'humour, qui fait des blagues et qui fait tout le temps marrer Billy. Shane Black dont on reparlera par rapport à The Predator. Et Billy, moi perso, c'est un de mes persos préférés. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu Predator en VO, ou qui n'ont pas vu quelques scènes en VO, Billy... Eh bien, c'est... rappelez-vous de cette scène où il rigole, quand il y a l'autre qui lui fait sa blague, et il y a Billy qui cogite, et puis qui rigole comme ça. Eh bien, le Predator, rappelez-vous, il le regarde en train de rigoler, c'est flippant parce que on voit donc Billy en espèce de truc, je sais pas quoi là, comment on appelle ça, quand la vision du Predator, le truc thermique là, on voit Billy parce qu'on comprend que le Predator n'entend pas la même chose que nous. Il a une audition qui est différente et ça c'est flippant, ça rajoute parce que le fait que le Predator on sache rien de lui au début, c'était génial et malheureusement. Certains vont reprocher aux autres prédateurs de ne pas avoir fait comme le premier, mais c'est normal. On peut pas toujours faire la même chose parce qu'on sait. Comprenez une chose, les gars. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi aux anciens, c'est que on ne peut pas reproduire la première fois indéfiniment. C'est pas possible. Il y a un moment où il faut, parce que ça sert à quoi de refaire sans arrêt la même chose? Vous dire, ah mais je connais ça, et vous allez gueuler parce que c'est du fan service, c'est du, comment ça s'appelle, de la private joke, c'est des trucs qu'on a déjà vus, donc à un moment faut revisiter la chose. Et c'est pas évident, c'est vraiment très dur. Hein. Et donc les passages où on voit le prédateur, donc au début on le voit pas, hein, il est toujours transparent, toujours invisible, et parce que c'est vraiment qu'à la fin qu'on le voit, et le prédateur, on comprend qu'il quelque part, il s'inspire des autres. Et quand il suit Billy, eh bien, il doit avoir il doit avoir repéré Billy parce qu'il retient son rire. Et rappelez-vous la scène de fin quand le prédateur, ce mec, il a trop le seum, quoi. Vraiment le rageux ultime, quoi. Le mec, il a perdu sa baston, et il se fait péter juste par ego, je sais pas quoi, tu vois, l'enfoiré. C'est-à-dire qu'il se fait crever par plus fort que lui, et plutôt que d'assumer sa défaite, il fait tout péter, quoi. Et donc, quand il fait le truc de la bombe là, puis qu'il y a Schwarzenegger Dodge qui est en stress, là, il comprend pas ce qu'il fait, il se barre avant qu'il se barre en courant, il y a le prédateur qui commence à rigoler, et quand vous écoutez son rire, eh bien il reprend le rire de Billy, il reprend exactement le même, alors que dans la version française c'est un rire différent, et donc dans la VO, vous l'entendez faire et la voix change et ça se transforme dans quelque chose de démoniaque, et ça fait et c'est horrible, je me rappelle de ça, la première fois quand je l'ai vu en VF, ça m'a rien fait, mais quand je l'ai revu en VO, j'étais... ça m'a trop stressé, quoi, j'ai pas compris. Et ça, c'est des petites subtilités qui ont été déposées par McTiernan, qui est pas un dissimulateur, mais un petit malin, quoi. C'est-à-dire qu'il va mettre des petits éléments qui vont vous revenir après en pleine tronche, en mode il a mis ça.
Bon, j'ai pas d'exemple à citer, mais vous voyez le délire, quoi. C'est propre aux grands réalisateurs, aux grands du milieu. Et donc, bah, on voit, je vous refais pas l'histoire, vous connaissez très bien Predator, mais donc, voilà, ces mecs, ces soldats qui sont envoyés dans la jungle, et puis encore une fois, ils ont tous leur personnalité, on a le balèze, on a le, je sais pas, bon, on a le chêne autrichien, on a les noirs musclés, on a l'indien comment dire, bah, Sony, enfin pardon, Billy qui est effacé, qui dit pas grand chose, et puis qui sait qu'ils sont foutus parce que bah l'extraterrestre est là, et puis bon bah il le prend pour un démon. Et vraiment j'adore c'est ma scène préférée, hein, je sais pas pour vous, mais moi la scène où Billy se sacrifie. C'est la scène qui m'a le plus marqué, quoi. C'est le gars, il accepte son destin, il se laisse crever pour laisser le temps à ses potes de se barrer. Bon, ça sert pas à grand chose. C'est con parce ils auraient pu tous survivre. S'ils avaient déposé leur flingue, ils seraient encore en vie, les mecs. Et ça que j'aime bien chez le Predator, comme beaucoup d'entre vous, c'est que c'est pas juste un parasite comme le xénomorphe qui bute des gens bah, pour se reproduire. Le Predator, il est là dans une optique de défoncer plus fort que lui. Et s'il voit qu'il a affaire à une femme ou, je veux dire, quelqu'un qui a déposé un flingue, bah, il fait rien, quoi. Et, c'est le passage où il s'ouvre avec Schwarzy qui est derrière, Dutch avec son pote là. Puis en même temps, juste avant, il y a le pauvre Carl Weezer qui se fait arracher le bras et qui se fait planter. Ça n'arrête jamais, quoi, parce que Predator, ça met du temps avant il y a la petite scène d'action contre les guerrieros, mais après ça monte crescendo, puis à la fin, c'est l'hécatombe où tous les mecs ils passent les uns après les autres. Et le passage au Billy avec la petite musique par-dessus d'Alan Silvestri, où il jette son flingue. D'ailleurs, il y a un petit commentaire qui m'a fait rire, c'est que, bah, en fait, rappelez-vous, naturellement, quand il se sacrifie, donc il s'ouvre, et il y a Schwarzenegger qui se casse, il comprend que Billy est déter et qu'il va se laisser mourir, et il y a ce passage où il sort sa lame, et puis il la pointe comme ça en mode, vas-y, viens, j'accepte de crever, et puis bah, les mecs, ils courent, et on entend son cri absolument horrible, son « Ah !» son cri absolument atroce qui vous glace le sang, et les mecs se retournent, ils sont en stress parce que naturellement ils savent ce qui va se passer. Mais il y a un commentaire dans les parce que j'ai revu la scène naturellement un nombre incalculable de fois sur YouTube, et il y avait il y avait un mec dans les commentaires qui avait écrit en fait le cri c'est parce que Billy vient de tomber de l'arbre, quoi. Donc bref, en tout cas c'est film très attachant. Musique naturellement cultissime, Alan Silvestri qui encore une fois de plus a fait un sacré boulot. Et bah oui, film culte, hein. Je lui mettrais pas un 10 sur 10, mais je lui mets un solide 9, quoi, parce que c'est un grand classique de sa génération. Puis également, bah, il est pas aussi intemporel que Piège de cristal, mais il a ce truc, et ce truc, ça vient surtout des personnages. Et ah oui, la raison pour laquelle il est intemporel, enfin, non, pardon, il est pas intemporel, mais il vieillit bien, seulement en version originale, parce que malheureusement, la version française tend à vieillir sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, parce que la langue française est une langue qui est très ancrée dans son époque, et qui vieillit très mal. Alors après, le doublage par exemple, de Dutch était très bien. Ils ont tous un très bon doublage, il y a rien à dire. Ils sont tous parfaits. Il y a le mec qui double Kevin Costner, qui fait le mec qui raconte des vannes, le gars qui double Weather, c'est le même que celui qui le doublait dans Rocky, le doublage de Schwarzenegger, c'est le même que celui qui double Harrison Ford, il me semble, c'est parfait, je crois, ou un autre mec, et celui qui double Jazz Ventura, je crois que c'est le gars qui fait Mel Gibson. Et donc la version française malheureusement vieillit mal parce que il y a les éléments de langage de l'époque, et donc les vannes de l'époque, les vannes des années 80, alors ça faisait marrer jusqu'aux années 90, mais après passer les années 2000 ça devient compliqué, quoi. Alors que dans la version originale, eh bien les vannes d'aujourd'hui sont les mêmes dans 40 ans. L'anglais a cette force, à la fois sa force et peut-être sa faiblesse, enfin c'est plus une force qu'une faiblesse, et le français c'est davantage une faiblesse qu'une force. C'est que bah certes la langue se porte très bien dans la décennie en particulier, mais par contre on sait très bien qu'au bout de 10-20 ans ce sera has-been, quoi. Les films des années 70 doublés dans les années 70 ont très mal vieilli, même chose pour les années 80, même chose pour les années 90. Les années 90 ça résiste un petit peu, mais ça prend un petit coup quand même. Alors que, bah, tous les accents, par exemple, le dernier Samaritain, ça m'a un petit peu gêné parce que le mec, Dawan Wayans, le mec qui il parle avec un accent africain prononcé, je trouve ça abusé, quoi. Et mine de rien, ça me met un peu mal à l'aise, quoi, parce qu'on sent que les mecs, ils en font des caisses par rapport à ça, alors que le mec en VO, il a une voix normale, quoi. Donc, bon, par contre, je ne critiquerai jamais la voix de Feu Patrick Poivret, meilleur doubleur qu'on ait jamais eu, je pense. Et donc, pour revenir à Predator, hein, pour conclure, parce que le truc c'est que Predator mériterait une vidéo à part entière d'au moins 2 heures, tellement il y a de choses à dire. Mais une chose est sûre, la chose qu'il faut retenir, c'est que du point de vue scénaristique, on a affaire à un nanar, mais du point de vue de la mise en scène, on a affaire à un quasi chef-d'œuvre. Donc ça, c'est pas rien, et il faut le retenir, parce que, comprenez que des nanars, on en produit souvent,
Enfin, des mauvais films, on en produit souvent, mais la raison pour laquelle ils sont mauvais, c'est pas spécialement à cause du scénario, c'est à cause de la mise en scène, du réalisateur, du scénariste qui charcute les, comment dire, voilà, qui charcute certaines scènes, certains dialogues. Or, pourtant, bah, je vous le dis, vous mettez n'importe quel grand réalisateur, enfin, vous auriez mis n'importe quel grand réalisateur de la grande époque aux manettes d'un film mid du point de vue scénaristique, eh bien vous auriez eu affaire à une merveille. Même chose pour Terminator. Terminator du point de vue scénaristique, c'est quoi? Enfin, c'est un robot qui vient du futur pour défoncer une meuf et voilà, qui sera défendu par le leader de la résistance du futur. Attendez, mais je veux dire, comment on peut prendre ça au sérieux? Eh ben, ça passe parce que c'est James Cameron. Ça aurait rendu beaucoup moins bien si ça avait été, je sais pas, réalisé par Claude Zidi ou le mec derrière Fast and Furious 23, quoi. Donc, faut prendre ça en compte. Donc, moi, Predator, honnêtement, bah, c'est pas un film que je me remets souvent. Je comprends la nostalgie du côté des anciens, mais voilà, même si je le vois pas souvent, ça reste une des grandes merveilles des années 80. Et d'ailleurs, même s'il est très ancré dans son époque, eh bien, il vieillit assez bien dans le sens où il ne fait pas trop années 80. Parce qu'on est dans la jungle, il y a que des soldats, on n'est pas dans Top Gun, quoi. Il n'y a pas que des éléments propres à cette époque-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas les fringues, les mecs, ils sont pas en jean, basket, ils sont pas avec des fringues propres à l'époque, ils sont pas avec des gros postes de radio sur l'épaule, ils sont pas, je veux dire, ils conduisent pas des bagnoles qu'on voyait dans les films qui se situent à Los Angeles ou à New York. Non, là, on est dans la jungle avec que des mecs en treillis. Donc, c'est compliqué de baser l'histoire vraiment dans les années 80. Ça peut encore aller être dernier Cara, années 90, voire début 2000, mais c'est pour le coup là-dessus, du point de vue vestimentéro militaire, ça vieillit plutôt bien. Enfin, je dis ça sans rien connaître au monde militaire. Mais voilà. Autre chose que je pourrais retenir, c'est le Predator, simplement. Ce qui est très fort aussi grâce à Tierman, c'est qu'il attend avant que le Predator se pointe. Au début, on voit rien, on est juste à travers ses yeux, on essaye d'imaginer la gueule qu'il a, et la première fois qu'on le voit, on est surpris, d'autant plus qu'il porte un masque, donc on voit pas trop sa gueule, et c'est une fois qu'on voit sa gueule qu'on se dit wow, qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi. Donc imaginez, mettez-vous dans la tête des gens qui ont découvert ce film à l'époque. Ils sont au cinéma. Il voit le pauvre Dutch qui est en train de galérer comme un ouf pour essayer de survivre. Puis au bout d'un moment, le machin, il retire son bordel et en plus, il met du temps, quoi. Il retire les câbles, etc. Puis les gens, ils ont dû être terrifiés, quoi. Imaginez, j'imagine un gars à l'époque qui va avec sa meuf, sa copine voit ça. Putain, mais bonjour, bonjour l'insomnie, quoi. Donc, vraiment, je pourrais revenir sur plein de choses sur ce film, mais encore une fois, ça va être trop long, donc on va directement embrayer. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez du premier, hein, et s'il y a des gens qui n'ont pas aimé Predator, dites-le franchement, mais je vous le dis sincèrement, si vous n'avez pas aimé Predator, je ne vous prendrai pas au sérieux, parce que je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à un film pareil. Je vois pas. Scénaristiquement, ça tient plus que la route, les personnages sont tous attachants et tous très bien travaillés, les scènes d'action valent le coup, alors peut-être c'est un peu mal vieilli au niveau de la pyrotechnie, au niveau du sound design, au niveau de la bataille, la baston finale. Je veux dire, est-ce qu'on est vraiment... faut pas déconner non plus, quoi. C'était très bien pour l'époque, et ça l'a fait pendant encore longtemps. Moi, perso, je ne vois rien... en plus, c'est quand même... comment il s'appelle, Mac Tierman. Et Tierman a le souci du détail. Par exemple, les impacts de balles. Là, on voit vraiment les impacts sur les troncs d'arbres, des trucs comme ça. Au niveau de la pyrotechnie, il y avait du taf derrière, donc soyons pas malhonnêtes. Non, je ne vois vraiment pas ce qu'on peut reprocher à ce Predator. Voilà. C'est scénario basique, mais pourtant, mise en scène parfaite. Et ça qui est dingue, et c'est une leçon à envoyer à ceux qui veulent à tout prix sortir des scénarios hyper compliqués, alambiqués, voilà, où on s'arrache les cheveux. Petite pensée pour Christopher Nolan. Bon, eh bien, oui, ok, c'est très beau sur le papier, mais dans les faits... si la mise en scène ne suit pas, ça va être très compliqué. Généralement, la mise en scène ne suit pas assez, quoi. Donc, Predator, quelque part, pour moi, reste un exemple, car... petit scénario, grand film. Voilà, tiens, c'est comme ça que je peux résumer Predator. Tout petit scénario, mais alors grand divertissement qui a traversé les âges. Et on remercie encore John McTiernan pour ça, ainsi que toute l'équipe, hein, qui nous ont régalé, hein, de par leur jeu, de par leur investissement, de par tout ça. Voilà. Allez, maintenant on passe à la suite. Predator 2, sorti en 1990. Alors c'est marrant parce que je peux pas m'empêcher de penser à Robocop quand je pense à Predator 1 et 2, parce que, comme par hasard, Robocop 1, Predator 1 sont sortis la même année en 87, et Robocop 2, Predator 2 sortis la même année en 90. Et les deux, sans être pareils, ils sont très proches du point de vue, déjà du point de vue visuel, parce que ce qui est dingue, c'est que le Robocop 2, juste vite fait, je fais la parenthèse,
il fait beaucoup plus vieux que... Il a beaucoup mal vieilli, il a bien plus mal vieilli que le premier Robocop, alors que le premier Robocop, on voit que c'est un film des années 80. Les coupes de l'époque, les télés de l'époque, enfin c'est un futur bizarre, quoi, un futur rétro, quoi. C'est-à-dire que c'est dans le futur, mais c'est en même temps resté coincé dans les années 80. Genre les gamins, ils jouent toujours dans des bornes sur des bornes d'arcade, ces trucs comme ça, des trucs comme ça, pardon. Et dans Robocop 2, bah ça a pas tellement changé, mais la mise en scène fait que on voit que c'est un produit des années 90. Alors le réalisateur, c'est Irving Kershner, qui est principalement connu pour l'Empire contre-attaque, qui est peut-être le meilleur Star Wars, mais là on sent que, sans être mauvais, moi j'ai bien kiffé Robocop 2, notamment le robot Kane, j'ai adoré. Un des meilleurs robots, un des meilleurs méchants, un des meilleurs antagonistes, vraiment terrifiant ce robot, vraiment effrayant. Pour le coup, Robocop 2, c'est presque un film d'horreur. Et Robocop 2 a un point commun avec Predator 2, c'est que oh, ça s'arrête jamais, quoi. Du point de vue de l'action, c'est non-stop. Et surtout Predator 2. Predator 2, vraiment, c'est... On passe de la jungle, genre la jungle, la forêt, tout ça, avec les arbres, les serpents, les trucs comme ça, à la jungle urbaine, et le changement de ton est juste radical. Parce que là, dans dans Predator 2, et ça que j'ai adoré dans le début, et ça, c'est la seule... Enfin, c'est une des... Enfin non, je me suis rappelé de tout, parce que je l'ai vu peu après Robocop. Je l'ai vu après Predator 2, et je me suis rappelé du gros du film, presque plus que le premier Predator, mais naturellement j'ai bien moins aimé Predator 2, même s'il est bon, hein, il est correct, mais il a pas ce truc, il lui manque ce supplément d'âme, et pourtant, en fait, je pense que le problème de Predator 2, c'est que le réalisateur a voulu beaucoup trop en faire, et malheureusement, ça devient lourd. Mais en même temps, c'est raccord, parce que changement radical de ton, on passe de la jungle à la ville, et on n'est pas dans n'importe quelle ville, on est à Los Angeles. Mais le Los Angeles, vous savez, des années 90, quoi. Et donc, quand on pense aux Los Angeles des années 90, on pense naturellement à la culture urbaine, les émeutes et tout le bordel. Et en plus, l'histoire se déroule en 97. Le film est sorti en 90, mais il se déroule en 97. Et dans le cinéma, l'année 97, c'est une année un peu particulière, quoi. C'était l'année, je me souviens, dans tous les films de science-fiction, tous les par exemple, Terminator 2, si je me rappelle bien, je crois que l'apocalypse est censé se dérouler en 97, il y a une histoire comme ça, je crois. Même chose pour New York 97. Et donc ce Predator 2 vraiment a une vibe très années 90, très ancrée dans son époque, et c'est la raison pour laquelle il vieillit mal. Et ils ont en plus voulu un petit peu futuriser les designs, notamment les flingues, parce qu'on voit tous les personnages ont des pistolets, enfin il y a des viseurs dessus, des trucs qui servent à rien, des lasers, des trucs énormes, qui sont presque encore plus gros que les flingues, et pour l'époque c'était un peu badass, mais ça a assez mal vieilli, ce genre d'accessoires, quoi. Et ce qui est ouf avec ce film, c'est un abonné qui l'a dit, et je le félicite pour avoir trouvé le mot là-dessus, mais en gros, le 2, il est épileptique. Parce que ça s'arrête jamais, il y a de l'action tout le temps. Et quand je dis de l'action, c'est de l'action presque qui n'a aucun sens, parce que les mecs ne font que tirer avec des flingues en munitions illimitées, ça n'a aucun sens, et mais ça fait partie quelque part du charme du 2. Et en même temps, on ressent une lourdeur, on a la chaleur exotique dans le premier film, et là c'est la chaleur urbaine, on est écrasé par la chaleur, on est écrasé par cette ambiance, cette hostilité permanente avec tous les gangs qui se foutent sur la gueule, les Colombiens, les Mexicains, ou je sais pas quoi, les mecs locaux, enfin c'est le Los Angeles le plus dangereux qu'on ait vu, je crois, au cinéma, quoi. Il me semble, hein. Donc ça pète de partout, les commissariats sont débordés, il y a des espèces de murs, des enceintes pour protéger les comicos avec des mecs en gilet pare-balles à l'extérieur. Bon, c'est l'ambiance, le ton est donné, quoi, du point de vue de l'ambiance et du point de vue de la photographie, pour le coup. Alors là, au risque de me faire des ennemis, je trouve que la photographie de Predator 2 est mieux soignée que le premier Predator, parce que, en même temps, c'est compliqué de soigner une photographie parce que, faut comprendre un petit peu, c'est que le premier Predator est tourné dans une jungle. Qu'est-ce qu'il y a à filmer dans une jungle, à part des arbres et des fougères, il n'y a pas grand-chose. Et c'est compliqué de faire des plans un peu majestueux, vous savez, d'une vallée ou un truc comme ça. Voilà, la forêt, c'est dense, ça vous écrase, ça vous étouffe, ça vous enterre. C'est compliqué de proposer un truc à la Avatar, quoi, à moins d'avoir, je sais pas combien de millions de budget. Et encore que les plans dans la forêt, dans Avatar, c'est pas les plus renversants, justement. Alors que là, pour le coup, comme ça se déroule en ville, on a des plans de dingue, des plans de dingue. On a des plans vraiment sympas, sur les buildings, notamment ce plan où on voit le mec qui se fait suspendre par le gang vaudou, là, ça sonne vraiment urbain avec un grand U, quoi. Et c'est génial de se dire que le Predator est là-dedans, et le début c'est génial quand on voit donc au début la jungle, la forêt, on se dit wow, délire, on va retourner dans le premier film, mais en fait non, on arrive, on voit la ville de Los Angeles, et ça casse complètement le truc, en fait. On s'attendait effectivement à retourner dans la jungle, et non, on va cette fois en ville, et c'était génial justement dans l'idée. Ça aurait été encore mieux si McTiernan avait géré le truc.
mais il était occupé sur la production de la recherche de, enfin non, l'Octobre Rouge avec Sean Connery. Et ce qui est con, c'est que Schwarzenegger n'a pas voulu jouer dans le deuxième volet parce que a priori il n'était pas assez payé. Dommage. Et donc Predator 2, c'est comment dire, c'est particulier. Je sais pas si j'aime ce film, ça le problème. Et quand on sait pas si on aime ou pas un film, ça veut dire qu'on l'aime pas. Mais là, pour le coup, je serais un peu tempéré parce que il y a trop de bons plans dans ce film pour le balayer d'un revers de la main, quoi. Certes, il est très loin du premier, du point de vue de la mise en scène, du point de vue du point de vue de tout, mais il y a quand même quelques valeurs ajoutées. Et je trouve que Danny Glover succède très bien et c'était pas évident, hein. Il succède très bien à Dutch. Alors, il a un autre rôle, le rôle d'un flic bourrin, etc. Et même si il manque un peu de personnalité, c'est pas tellement de la faute de l'acteur ou du personnage en soi, de l'écriture du personnage, c'est parce que le réal a voulu trop nous... Bah, en fait, c'est compliqué parce que il y a trop de personnages entre les flics, les mecs du gouvernement, je sais pas quoi, les méchants, les gangs, etc., plus le Predator. Ça fait beaucoup de monde, alors que dans le premier Predator, bah, on voyait juste une équipe de 6-7 mecs, basta quoi. Alors que là, bon bah on a toute une ville à gérer. On a des millions de personnes, je veux dire enfin des milliers, des centaines de gens qui sont en arrière-plan, au premier plan. Donc c'est compliqué de rendre un personnage vraiment attachant quand il est obligé de batailler au milieu de tout ça. Et le pauvre Danny Glover, on voit qu'il est exténué. Plus le film avance et plus il en prend plein la gueule. Et malgré tout, le gros point commun qu'il a, et c'est ça qui est cool entre Glover et Schwarzenegger, c'est que les deux ont réussi à venir à bout d'un de ces prédateurs quoi. Donc bravo les gars. Et ce qui est bien avec la personnalité de Glover, enfin son personnage, c'est que quand il vient de fumer le prédateur, il y a les autres qui se pointent et fait hey, les gars, je vous attends, moi je vous prends, je vous fume. Enfin, c'est le mec qui sait qu'il va crever, mais il garde la tête haute, il reste digne et ça rend le personnage exemplaire. Même s'il est pour moi justement un peu trop sous-coté. Et comment dire, tiens, mention spéciale au regretté Bill Paxton, hein, qui est parti, rappelez-vous, en 2017, et qui a joué dans Predator 2. C'est le seul acteur, il me semble, à avoir été tué successivement par les plus grosses créatures de l'époque. Hein. Donc, il s'est fait buter une première fois dans Terminator en 84, il s'est fait buter dans Aliens de James Cameron, toujours en 80, je sais plus quand il est sorti, 85 ou 86 il me semble. D'ailleurs honnêtement je trouve que même si j'adore Bill Paxton, je trouvais son rôle un peu écabotiné dans Aliens, hein, parce que c'était un soldat, et le mec il est tout le temps en train de hurler, tout le temps en train de... Non mais oh frère, oui ok c'est des xénomorphes, mais voilà c'était un soldat quoi, reste solide frère, enfin je veux dire t'es conçu pour ça, t'es conçu pour le combat, donc voilà, j'ai trouvé son personnage assez pénible dans Aliens, bon c'est mon avis, et donc il crève dans Aliens, et il crève également dans Predator 2, très belle mort d'ailleurs, hein, quand il est avec sa petite balle là. Tu veux un bonbon? Rappelez-vous la scène. C'est une scène vraiment touchante. Alors, malheureusement, elle a été cutée par la mise en scène trop épileptique, justement, trop 90s. Si, par exemple, les mises à mort de John McTiernan, mises à mort par les personnages qui se font crever par John McTiernan, il y a quelque chose de dramatique, il y a un truc de puissant quoi qui se transmet. C'est sale, mais il y a ce truc. Or là, les mises à mort manquent un petit peu comment ça s'appelle, d'émotion. Mais ça, bon, c'est encore autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en apprend plus sur le Predator, notamment au moment où il chope une flic et qu'il s'apprête à la buter. Et en fait, il comprend qu'elle est enceinte parce qu'il voit à travers les organes et tout, et il voit qu'elle attend un petit, et il la relâche et il se casse. Et ça en dit long sur le personnage. Et bien sûr, mention spéciale au twist final où on apprend que les Predators sont là depuis des siècles et qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Enfin, ils font leur bail dans leur coin. Et ça rend, justement, c'est ce qui fait rentrer Predator dans un lore bien particulier. Et je trouve ça sidérant qu'il ait fallu attendre 2010 pour revoir un Predator au cinéma. Enfin, les gars, vous vous rendez compte, Predator 1, 87, Predator 2, 90, et là... Le prochain Predator 2010, c'est beaucoup trop long. Donc, bref, je reviens vite fait au Predator 2. Moi, le seul gros reproche que je peux avoir, c'est que oui, ça s'arrête jamais. Il y a trop d'action, ça tire tout le temps. Et dès le début, hein, quand on voit les Colombiens se friter contre les mecs, où ils se mettent de la coke dans le pif, et que ils se fritent contre les flics, ça n'en finit pas. Les mecs, ils tirent non-stop. Et c'est au bout d'un moment, moi, j'étais comme ça, quoi. J'étais... mais bon, ça fait partie quelque part du charme de ce Predator 2. Et malheureusement, c'est un bon film, mais pas assez bon pour rentrer dans la légende et pour, on va dire, s'asseoir à la table du premier volet. Et c'est dommage parce qu'il y avait le potentiel, il y avait le décorum, parce que oui, on est en ville, dans un Los Angeles
le bordel, quoi. C'est vraiment ouais, ça tire de partout, c'est sans pitié, c'est la rue, quoi. Ça sent la rue, quoi. On voit les journaux qui volent sur le bitume, les bouches d'égout, là, vous savez, avec la fumée, les fringues, encore un peu années 80. Les mecs se voient un peu dans le futur, alors qu'en vrai, à l'échelle d'aujourd'hui, les années 90, c'était encore les années 80, voire 70, du point de vue de plein de choses. C'est une vibe particulière, et c'est malheureusement la raison pour laquelle Predator 2 il est un peu mis de côté, c'est parce qu'il est trop ancré dans son époque, alors que Predator 1, il a un peu ce côté intemporel sans l'avoir, vous voyez ce que je veux dire, vous me comprenez, alors que Predator 2 par contre, bah ouais, passé les années 2000, c'est compliqué de regarder ce film avec un regard de mec qui a évolué dans les années 2000, 2010, 2020, j'en parle même pas, donc c'est un film qui malheureusement ne matchera quasi pas du côté des jeunes. Et je sais que dans les commentaires, il y en a un qui va me dire « Oui, mais moi, regarde Mad Max, moi j'ai 15 ans et j'adore le 2. » Non, mais je sais, il y a forcément des exceptions. Mais pour la plupart des jeunes, c'est presque irregardable. Je sais que si je montre ça à ma copine, qui a 29, bon bah elle va faire je pense qu'elle va nous faire un AVC devant ça, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a... regarde. Je pense qu'il y a... comment dire... Oui, c'est à toi que je parle. Et donc, bref. Voilà mon avis sur Predator 2, et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que j'espère ne pas avoir été trop dur. Je lui mets un solide 7. 7 sur 10, parce qu'il faut pas déconner, parce qu'on en a pour notre argent. Pour le coup, on en avait pour notre pognon, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'actions, il y a pas mal de mystères autour du Predator. On en découvre un peu plus, on voit qu'il y a le gouvernement qui essaye de le choper, notamment via le personnage de Gary Busey, donc où son fils jouera justement un personnage similaire dans The Predator. Un énième clin d'œil à la licence, bravo les gars, et vous êtes pas foulés. Et donc je lui mets un 7 parce que à l'époque c'était un film qui était quand même très généreux, qu'il l'est toujours autant, et on sent que l'équipe a tout donné pour faire un bon Predator. Et c'était pas évident, parce que mettez-vous dans la peau du réal, qui doit gérer ça, le mec il se dit « Putain, je passe après le réal de Predator 1 et de Piège de cristal, personne me connaît, j'ai une équipe à gérer, faut pas que je me foire, quoi. » Donc à l'époque, le mec il devait bien claquer des genoux, mais il nous a produit quand même, mine de rien, un super divertissement. C'est pour ça que je mets ce Predator, dans les meilleurs Predators, je mets Predator 2 après Predator 1. Voilà, on ressent qu'il y a eu un investissement, on voit que le mec a dû bien flipper quand il a mis le film en boîte, et ça se ressent parce que on sent qu'il a tout donné, et que le film regorge, dégueule d'inventivité et d'idées, quoi, tout simplement. C'est vraiment là on rentre en plein dans le lore de Predator. Et c'était vraiment pas facile, c'était pas évident, mais ils ont réussi. Enfin, ils ont réussi. Sans qu'on atteigne pour autant le chef-d'œuvre, mais c'est réussi quand même. Bon, maintenant on peut passer à la suite, et la suite, c'est pas tellement le Predator, voilà, parce que j'ai dit qu'il aura fallu attendre un Predator, celui de 2010, pour avoir une suite à Predator 2, mais en soi, le film, le prochain film après Predator 2 où on voit un Predator, c'est Alien vs Predator de Paul Wes Anderson, pas Paul Thomas Anderson, qui est sorti en 2004, donc 14 ans après Predator 2, mais le truc, c'est que c'est pas officiellement un vrai Predator. C'est pour ça que je vais parler brièvement d'Alien vs Predator 1 et Requiem. Je vais pas faire, je vais en parler tous les deux en même temps. Bon, eh bien, visuellement, ces films ont leur qualité. Alors le 2, Requiem, n'est pas du tout réalisé par le même, et il est très 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 en deçà du premier Alien vs Predator. Et ce Requiem est une purge, vraiment. Et le problème principal de ce film, c'est même pas en soi le rythme, c'est la lumière. On voit rien. Il fait tout le temps noir, on voit que dalle, et ça c'est dramatique, alors que pourtant il y avait un bon potentiel, le Predator, Alien qui revient sur Terre, qui fout le bordel, c'était très bien, mais malheureusement le mec qui était aux manettes c'était un no-name, et il a pas pu faire un truc, ne serait-ce que du même niveau, ou au moins un peu en dessous, de ce que nous a fait Paul Wes Anderson, qui pourtant lui est un vrai manche, hein. C'est pas du tout un grand réalisateur, c'est un yes man qui fait, on a bien vu avec son Resident Evil, hein, qui est pour moi un plaisir coupable. Je déteste ces films, mais je les regarde souvent, je ne saurais jamais expliquer pourquoi. En tout cas, il les a pas tous faits, hein, mais il en a fait quelques-uns. Et mon préféré d'ailleurs, c'est le 3, qui a pas été réalisé par Wes Anderson, il me semble. Enfin, je sais plus. En tout cas, le 3 a une photographie qui a des années-lumière de ce qu'on a vu ensuite. C'est le plus beau, visuellement, c'est le plus léché. Il n'a presque rien à voir avec ce qu'on a vu dans le 1, le 2, et le 4, le 5, et la suite, j'en parle même pas. En tout cas, c'est comment dire, Alien vs Predator 1 et 2, il n'apporte pas grand chose de particulier, mis à part le fait qu'on comprend que les prédateurs et les aliens, enfin les xénomorphes se donnent rencard une fois tous les je sais pas combien en Antarctique pour se foutre sur la gueule dans une pyramide. Bon, ok, mais en soi c'était pas dingue, parce que c'est un plaisir coupable, parce que c'est pas un mauvais film en soi. Le premier, Requiem, bon,
Ça peut être pour le coup un plaisir très 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 coupable, voire un déplaisir, mais le Alien vs Prey, sans apporter grand chose, il apporte un tout petit truc, quoi, qui n'a rien à voir avec ce qui a été apporté avec le 2, mais voilà, c'est un divertissement qui est vraiment bien fait, parce que le film date de 2004, et pourtant j'estime qu'il n'a pas vieilli, mais ce qui est dérangeant dans ce volet, contrairement à Requiem, le problème c'est que dans Requiem c'est qu'on voit rien, c'est que le Alien vs Predator 1 n'a pas de violence. Enfin, c'est pas violent. Il y a pas de sang, il y a un tout petit peu, un petit chouïa, mais c'est pas assez gore, c'est pas assez mature, alors que pourtant il y avait matière. Xenomorph plus Predator, contre des pauvres types qui n'y connaissent rien, il y avait de quoi faire. Mais tout ça malheureusement a été gâché par une mise en scène trop aseptisée, où on évite de montrer les morts trop hardcore en premier plan, tout ça c'est toujours en hors-champ, et c'est dommage. Genre les chestbusters, les trucs comme ça, c'est toujours comment dire, pas en contre-champ, c'est toujours hors champ. Les mecs qui se font charcuter, tout ça, on voit pas grand-chose, on voit quasiment rien. Et c'était dommage. Alors que dans Requiem, par exemple, en contre-exemple, bah là, c'est les têtes qui explosent, des pauvres femmes enceintes qui se font inséminer par l'alien, c'est vraiment dégueulasse. Ça, c'était une très bonne idée. Par contre, c'est dégueulasse, mais c'est une bonne idée. En tout cas, j'ai pas grand-chose à dire sur ces films, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part du point de vue visuel. C'est, pour le cas du 1, un bon film popcorn qui, pour le coup, surclasse quand même une bonne partie des productions d'aujourd'hui, y compris du point de vue des effets spéciaux, parce que, encore une fois, le film a été tourné en 2003, donc sorti en 2004, tourné en 2003, bien visuellement, il n'a pas pris une ride. C'est quand même dingue, on parle d'un film qui a plus de 20 ans. Et concernant Requiem, écoutez, si ça n'avait pas été tourné dans une cave, ni, charcuté à la hache au niveau scénaristique par un mec qui essayait tant bien que mal de produire un truc de propre, bien on aurait pu avoir quelque chose de dingue, mais là encore une fois, ils ont laissé le film aux manettes d'un pauvre type qui n'avait pas grande expérience, et ça se ressent. Il aurait fallu encore une fois laisser la licence dans les mains d'un grand réalisateur, mais à l'époque c'était vraiment on pense que les années 2010-2020 c'était les années ultra branchées rentabilité, mais non, c'était déjà le cas dans les années 90, 80 et surtout 2000, et Paul Wes Anderson c'était le mec qui a fait donc le Resident Evil 1 et 2, donc naturellement Hollywood lui a déballé le tapis rouge pour qu'il nous serve ce truc. Quelle tragédie. Bon, voilà mon avis. Alors je sais que parmi vous il y a des gros fans, mais bon, en ce qui me concerne c'est pas ma tasse de thé. Et vous me direz. Bon, maintenant il est temps qu'on parle de cette suite officielle de Predators, avec Adrian Brody, qui, franchement, m'a surpris, agréablement surpris, parce que je sais que beaucoup ont été dérangés par sa présence. Adrian Brody, rien à faire là-dedans. Et ça va les gars, il est grand, déjà il fait ce qu'il veut, et surtout, c'est courageux de sa part d'avoir tenté autre chose. Et là c'est pas rien, c'est le mec qui s'est... Adrian Brody, c'est quand même le mec qui est abonné aux rôles, à des rôles compliqués, bien travaillés, dans des films indépendants, dans des films d'auteur, des trucs comme ça. Et là, tout d'un coup, il arrive dans Predators. C'est bon, laissez-le faire son petit kiff, quoi. Et belle prise de masse, hein, franchement, impressionnant son physique. C'est un mec qui est athlétique de base, mais là, il a bien pris, et ça passe. Alors après, c'est compliqué de repasser après Schwarzenegger. Mais Brody n'avait pas l'arrogance de prétendre faire mieux que lui, quoi, faire mieux que Dutch. Hein. Ils l'ont un peu grimé comme lui avec la boue, tout ça. Mais voilà, il a essayé, on sent qu'il a essayé d'être à la hauteur, et pour moi, il l'a été. Parce que son personnage est attachant, personnage d'un mec des forces spé qui pense un peu à sa gueule et qui hésite pas à sacrifier un gars pour voir comment fonctionne le Predator. En tout cas, bon, je reviens à l'histoire est vraiment cool. Cool. On se comprend. Quand je l'ai vu, je m'étais un peu fait chier. Mais avec le recul, je me dis qu'il était pas si mal, même s'il y a des scènes dont on aurait pu s'abstenir. Mais en tout cas, l'idée de télescoper des forces spéciales, des tueurs, des mecs comme ça, dans le monde des prédateurs, donc pour que les mecs se foutent sur la gueule, parce que c'est des mecs, c'est des extraterrestres qui aiment bien se friter contre des gars qui sont vraiment dangereux. L'idée était pas mal, notamment le coup des parachutes avec les gars qui sont capturés. Et quelque part, c'est plausible, parce que les prédateurs sont dans une technologie tellement avancée qu'ils peuvent capturer des mecs pendant qu'ils sont sur les champs de bataille, les envoyer télescoper dans une autre dimension. Et ça, l'idée était géniale, je trouvais. Enfin, génial. Sans être révolutionnaire, je me suis dit, pourquoi pas ? Enfin, du moins, quand je l'ai revu dernièrement, à l'époque, vraiment, c'était très difficile. Aujourd'hui, on l'est beaucoup moins de par la force des choses, ça nous apprendra. Et donc, je l'ai revu dernièrement et j'ai été, je me suis laissé porter par le truc, j'ai pas spécialement avancé de scène, je me suis pas tellement emmerdé, et même si certains personnages sont assez clichés, ils sont tous... ils sont clichés sans être vraiment attachants, ils sont moins attachants que le crew du premier film. Ça va être compliqué de faire mieux, mais on sent qu'ils ont essayé. On sent qu'ils ont tenté de faire un truc un peu similaire avec le russe et sa Gatling, hein, qui rappelle Jazz Ventura. On a le sempiternel White Trash joué par Walton Goggins pour changer, qui se ride contre le soldat noir, parce que voilà, c'est... mais pourtant, les mecs, ils arrivent tous les deux à déclencher une certaine forme d'alchimie.
Mais bon, c'est assez. D'ailleurs, l'acteur qui joue le noir, là, qui joue comment s'appelle le soldat africain, c'est bah, le gars que vous avez vu dans Green Book, dans le truc là avec Ethan Hawke là, qui est sorti en 2023, le film chelou là. Bref, c'est grand acteur qui a été révélé vraiment trop, bah, qui a été révélé sur le tard et qui pourtant à l'époque avait quand même des petits rôles de composition dans des films un petit peu random. C'était à l'époque, ouais, justement, où beaucoup d'acteurs, années 2000-2010, c'est ces années où on voyait bah, des gars, comment dire, qui avaient déjà passé la trentaine, qui avaient des seconds rôles et qui ont explosé dans les années fin de mi-2010, début 2020. Et donc casting relativement attachant. Même la meuf hein, qui joue avec son sniper là, bah on s'attache à elle et elle a une certaine forme de badassitude alors que pourtant elle est gaulée comme une déesse, ça fait pas vraiment soldat, mais enfin quand je dis ça, on se comprend, mais personnage attachant. Ils sont tous attachants, à l'exception du Toubib, hein, qui est en plus qui est en version française absolument hideuse, parce qu'il est doublé par le même mec qui double Jim Carrey. Et donc, quand je l'ai vu, aidez-moi avec sa voix de Jim Carrey, mais je me suis dit non, putain, trouvez-lui une autre voix, quoi, ce mec, quoi, ça colle pas du tout. C'est la voix de Jim Carrey doit être réservée uniquement aux comédies, rien de plus. Et donc, autre personnage, pareil que je. Parce que même s'ils sont pas spécialement attachants, ils sont identifiables. On a Danny Trejo avec ses deux MP5 là. On a qui d'autre encore. On a ça c'est tragique. Laurence Fishburne. Alors Laurence Fishburne, c'est dégueulasse parce que le gars il avait démarré très très jeune à 13 ans, je crois, dans Apocalypse Now. On l'a vu dans plein de films des années 80, dans Boys in the Hood. Il avait des rôles quand même mine de rien, des rôles conséquents. Et là. Oh, je trouve ça dégueulasse parce que le mec avait été révélé enfin aux yeux du grand public dans Matrix et bah après on l'a vu que dans des seconds rôles, dans des rôles complètement pourraves et ça c'était vraiment désespérant parce que c'est un grand acteur Laurence Fishburne et on l'a vu finalement dans très peu de films où il incarnait, je veux dire, le personnage principal, il a tout le temps été relégué à des seconds rôles et son second rôle dans Predator était pour moi insultant quoi, parce que c'est le mec qui est un peu isolé, qui est rendu complètement maboule, complètement zinzin, qui a un ami imaginaire et qui crève comme une... Voilà, c'était... Oh, mais vraiment, c'était dégueulasse de la part des scénaristes, du réalisateur, ouais, Fishburne méritait mieux que ça, quoi. Et d'ailleurs, je note que le producteur c'est Robert Rodriguez, le réalisateur c'est un no-name, et ça c'était un peu traître, parce qu'on pensait que Predator ça allait être réalisé par Robert Rodriguez, mais non en fait, c'était je crois scénarisé ou produit par Robert Rodriguez, donc déjà quand vous entendez ça, vous savez que c'est... Non, même scénarisé vaut mieux que le mec soit à la réalisation, parce que même si le film est beau visuellement, je pense que Rodriguez aurait pu produire quelque chose de plus fou. Encore que, Rodriguez chez lui il y a à boire et à manger, hein. Planète Terreur par exemple, j'ai trouvé ça génial, Desperado 2, je l'ai vu une fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, donc Robert Rodriguez, il y a à boire et à manger chez lui, quoi. Mais bon, bref, lui c'était un fan de Predator et je pense qu'il aurait dû justement réaliser le film plutôt que de s'occuper. Allez, au même moment, je crois qu'il tournait Machete, un truc comme ça. Donc voilà, il aurait dû réaliser successivement les deux projets, je pense, et pas laisser ça à un gars. Bon, après, il a laissé sa chance à un New Blood, mais quand c'est une grosse licence comme ça, laissez pas la chance. En fait, quand une licence est créée, bah c'est pas grave si le réalisateur du début c'est un no-name. Par contre, les suites doivent être réalisées par tout le monde, sauf des no-name. Et eux, on dirait qu'ils font exprès que les suites soient réalisées par des mecs qui sortent de nulle part. Or non, non, faut pas que les mecs fassent leurs preuves avec ces films-là. C'est trop de responsabilité. Il faut laisser ça à des gars qui pèsent, qui ont une vraie expérience et qui ont, qui ont l'habitude de tourner des films dans ce genre-là, quoi. Donc Predators, bah écoutez, bon divertissement, je lui mets un 6, allez, un 6 pour être sympa, surtout si on compare, là je prends en compte l'inflation, hein, l'inflation des films d'aujourd'hui, hein. Par rapport à un film d'aujourd'hui, Predators, c'est un 6 direct, hein, voire même un 6,5. Et ce qu'on retiendra, bah, c'est le jeu des acteurs, notamment Adrien Brody, qui a su insuffler vraiment une humanité à son personnage. Et mention également spéciale comment s'appelle, au lore, à ce lore des Predators, où on voit donc des chiens Predators, d'autres Predators, leur technique de chasse, et tout le bordel, les plantes, ça c'était vraiment cool. Et c'est peut-être la seule valeur ajoutée du film. Le gros point négatif pour moi, c'est le personnage du Yakuza, je pense qu'il était de trop. Notamment quand il fait... Parce que voilà, c'est ça le problème de Predator, c'est que dans Predator 2, heureusement, le réalisateur nous a épargné ça. Mais ce Predators de 2010, c'est une succession de clichés et surtout de clins d'œil au premier volet. Déjà, la machine, la Gatling, là, qui est portée par le mec, quand il tire dans le tas, là, donc ça rappelle naturellement la scène où les mecs ils tirent dans la forêt, enfin dans la jungle. La musique d'Alan Silvestri qui est constamment réutilisée.
On a compris qu'on était dans Predator, les gars, c'est bon, pas besoin d'en rajouter. Laissez ça au premier film, pas besoin de nous en ressortir. Et la scène de combat avec le samouraï, c'est naturellement une référence au sacrifice de Billy, où le mec se frite avec le Predator, il accepte son destin, puis bah, il meurt naturellement. Et c'est, comment dire, c'était pour ça assez pénible. Donc c'est pour ça, je lui mets un 6. Je pense que c'est une note qui est plutôt correcte, qui est pas exagérée, qui est pas hors sol. Vous me direz dans les commentaires. Bon, allez, maintenant, la suite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une suite dont ce serait bien passé, sortie 8 ans après. Et là, c'est la preuve. The Predator, c'est pour moi un cas d'école. Parce que c'est la preuve vivante que entretenir la nostalgie n'est pas forcément le meilleur des bails. Parce qu'on sent que ce film a été conçu pour plaire aux anciens. Et non, ça marche pas. Ça n'a pas marché. Parce que c'est où on fait un film qui est quasiment calqué sur le premier volet et on change presque rien, ou alors on révolutionne tout. Là, c'était pas possible, parce qu'ils ont voulu un petit peu faire les deux, mais surtout plaire aux anciennes générations, mais ça marche pas, d'autant plus que Shane Black, le mec qui a la réalisation, c'est le même mec qui était sur Predator 1, qui avait tourné, qui avait fait je sais plus, qui avait bien participé, et le mec, malgré tout, eh bien, il a complètement foiré son projet. C'est peut-être le Predator qui a la pire note, et à juste titre, et ça a été pénible pour moi de le regarder, parce que pareil, encore une fois, même chose, à fond sur les clins d'œil, donc la musique, le thème, toujours le même, putain, le concept, à savoir le soldat d'élite, qui se retrouve avec une bande de frappadingues de l'armée. Il n'y en a pas un seul qui est attachant, ils sont tous insupportables tellement ils sont clichés. Même Thomas Jane, que j'adore, là il fait son mec qui a la tourette, Thomas Jane, acteur qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, eh bien, je l'ai trouvé insupportable et pas drôle, alors que j'adore ce mec. Tous les personnages sont des têtes à claques, et on n'a qu'une envie, c'est que le Predator leur arrache la gueule pour qu'ils la ferment, parce qu'ils font que de parler, ils font que de faire des blagues, et ils ont voulu un petit peu ressusciter l'ambiance et l'aura qu'il y avait dans le premier film avec le crew, quoi, tu vois, l'équipe des soldats, mais ça marche pas, on s'attache pas à eux parce qu'ils sont insupportables. Alors, ok, d'accord, l'acteur principal, c'est le mec qu'on a vu dans Narcos et dans Logan. C'est un bon acteur, mais même là, il est pas attachant, quoi. Personne n'est attachant, on s'attache qu'au Predator. Et en plus, ils ont rajouté la pire des choses à faire dans un film, et moi, j'en peux plus. Je suis prêt à signer une pétition pour qu'on arrête d'engager les enfants. J'en ai assez de voir des enfants au cinéma. J'en ai assez de voir des enfants qui servent de stars ou qui sont... encore dans des films style Maman, j'ai raté l'avion, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous met des gosses pour le côté, je sais pas en fait, je sais même pas pourquoi ils en mettent, c'est le quota peut-être, mais j'ai l'impression que depuis quelques temps, à chaque fois qu'on nous insère un gosse, on perd en maturité, même quand il y a du sérieux. Et là, il y a beaucoup de sang dans ce Predator, ça gicle de partout, on voit des mecs se faire exploser, mais ça marche pas, en fait, moi j'ai trouvé ça beauf, quand je me dis putain, mais la violence dans le premier... parce qu'on voit bien qu'il cherche à rendre hommage, mais quitte à rendre hommage, autant faire en sorte que la violence arrive pour quelque chose de sensé. Or là, on voit bien que ça gicle de partout, parce que le mec voulait se faire un kiff, un délire, il voulait amuser la galerie, quoi. Sauf que non, Predator, c'est pas une comédie. On n'a pas besoin de voir un film humoristique, c'est une comédie. C'est même pas un film d'action, c'est même pas un film d'horreur, c'est une putain de comédie. Donc c'est un des gros défauts de ce film. Le côté buddy movie, je veux dire horror, machin, oh pitié, puis bon bah la joue du gosse n'aide pas. Et vraiment j'ai compris que les gosses sont trop au cinéma avec le film Logan, que j'ai adoré, hein, mais je supporte pas la gamine, vraiment j'ai eu beaucoup de mal avec elle, parce qu'elle retirait en maturité. Alors ok, elle faisait des dingueries, elle faisait des sauvageries avec ses petites griffes, mais moi la gamine qui est indestructible, qui bute des mecs qui sont super entraînés, faut pas déconner, et le fait qu'ils rajoutent des gosses, moi ça m'avait un peu... J'adore les gosses pourtant, hein, de façon légale, mais comment dire, oui, j'aime les enfants, je veux dire, leur compagnie me dérange pas du tout, contrairement à certains, moi, les gosses, ça me dérange pas du tout. Au contraire, les enfants, c'est l'avenir, hein, c'est le futur, et puis vous devez leur servir d'exemple au quotidien. Et au cinéma, j'y arrive pas. Quand je vois un gamin dans un film, je ne peux pas, parce que les gamins, généralement, ils singent les adultes, ils sont parfois plus forts, plus intelligents, ils font la paire, etc. Et je trouve que c'est trop. Surtout quand c'est des films vénères. Dans des films familiaux, il n'y a pas de problème. Dans des dessins animés, il n'y a pas de problème. Dans des films qui s'adressent au grand public, ok. Mais arrêtez de nous mettre des enfants. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Arrêtez de mettre des enfants dans des films pour adultes. Et quand je dis pour adultes, je parle pas de... Vous m'avez compris, hein, pour des films, voilà, sanglants, etc., ne mettez pas de gosses. On est perdu au bout d'un moment, on se dit, attends, mais c'est un truc trash, pourquoi il y a un gamin qui est là dans le champ? Non, c'est l'exorciste, je veux bien, mais pas ça, quoi. Donc, c'est ça, il y a ça à relever parmi tant d'autres choses, mais gros problème de rythme. La mise en scène est correcte, il n'y a rien à dire au niveau visuel, mais le Predator est relégué à une créature presque
C'est presque devenu non pas un bouffon, mais ouais, presque, malgré lui, parce que le Predator reste déter, reste violent, reste sans pitié, etc. Mais malgré tout, le personnage est rendu... Oh, enfin, quand je le voyais, je roulais des yeux, quoi. Parce que j'ai pas accroché du tout. Je n'ai point accroché à ce The Predator, comme la plupart d'entre vous. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce film, je veux savoir s'il existe des gens qui ont aimé ce The Predator. Et pourtant, on sent qu'ils ont mis ce qu'il fallait, quoi. Le budget, les moyens, les idées. Ils ont voulu vraiment respecter le protocole, voilà, ravir les fans, ajouter à fond du fanservice. Pire connerie ever, mais non, 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 non. Le film sort 20 ans après le premier. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Voilà, donc grosse déception. Vraiment, j'aurais voulu oublier ce film. Je l'ai revu dernièrement pour le coup, justement pour cette critique, et ça a été douloureux. J'ai dû avancer les scènes tellement j'avais peur de perdre des points de QI. Et vraiment, le plus insupportable, c'était les personnages, le crew, là, les soldats tarés, là, et les scènes d'action qui n'en finissent pas. Je l'ai vu il y a 2 jours. Je l'ai déjà oublié comme si j'avais Alzheimer, quoi. Donc, voilà, je ne veux plus jamais le revoir. Je l'ai entrevu une fois il y a 5 ans. Là, je l'ai revu pour l'occasion et je ne le reverrai plus jamais. Je sais que je leur donnerai jamais de chance et ils n'en méritent pas spécialement. Donc, voilà, même si la photographie est jolie, même si les acteurs sont corrects, du point de vue du jeu, du point de vue de l'alchimie, du point de vue des idées, du point de vue de tout ça, c'est lourd. C'est lourd. Et puis, le fait de vouloir mettre de l'humour, un gosse, et mêler à tout ça de l'extrême violence, non. Nine. Maintenant, il faut qu'on parle naturellement de Prey, donc sorti sur Disney+, ou Ulule, ou je sais pas quoi, Ulu. Donc, sorti en 2022. Tout le monde en parle à l'époque, parce que tous les anciens rêvaient, enfin, voulaient le grand retour de Predator, mais non. Non. Pour moi, ce Prey est un mauvais film. Je ne comprends pas les anciens qui ont aimé celui-là, parce que c'est... Putain, le coup de l'indienne, parce que bon, alors ça, oui, l'originalité, c'est ça, c'est donc le prédateur qui revient dans le temps, en 1700 et quelques, se friter contre les Indiens, les colons, tout ça. Très intéressant. Pourquoi pas dans l'idée? Mais le réalisateur, c'est un no-name, ou un mec qui a fait pas grand-chose, et encore une fois, on aurait dû confier ce film, je sais pas, mais pousser le délire jusqu'au bout, donner ce film à réaliser, je sais pas, un Spielberg, un Ridley Scott, un mec comme ça, j'en sais rien, même si c'est mauvais, même si c'est raté, je veux voir ça, parce qu'un no-name, c'est d'aujourd'hui, les Yes Man qui sont engagés, c'est pas des mecs qu'on la dalle, c'est pas des futurs Scorsese, c'est pas des futurs Oliver Stone, c'est des mecs voilà, c'est pas la même fibre, c'est des gars qui ont grandi avec des références, mais ils n'ont pas assez de bagages pour créer leurs propres références à eux, c'est terrible, et donc... Ce Prey, honnêtement, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé vraiment naze et l'idée de nous mettre une meuf indienne contre le Predator. Et moi, le truc qui m'a fait sortir du film, c'est la scène de l'ours, parce que en soi, elle était sympa. L'alien, le Predator qui se bat contre un ours, ok. Mais alors dans ces cas-là, la meuf après qui se tape le Predator qui le bute, non, non, la meuf de 40 kilos qui vient à bout du Predator, qui est censé être le fleuron, de l'intelligence, de la chasse, tout ça, il se fait buter alors qu'il a réussi à crever un grizzly juste avant, et des mecs armés, tout ça. Donc, non, moi j'ai décroché totalement. La seule scène dont je me rappelle bien, c'est la scène de l'ours et la scène du sable mouvant, qui était pas mal, mais à part ça, j'ai quasiment tout oublié, parce que le film, j'ai trouvé très mid, très... voilà, je lui mets... Ah oui, tiens, pour donner une note à The Predator, je lui mets un 3, voilà, je suis gentil, parce que vraiment, ce film, c'était un... Voilà, je l'ai vu comme ça, tiens, tu vois, tu as aimé Alien, pardon, tu as aimé Predator, tu as aimé Predator 2, t'aimes bien le personnage, la licence, tout ça, bon bah tiens, voilà comment je l'ai pris comme un crash au visage. Et ce Prey, bah pour le coup, est largement au-dessus de The Predator. C'est un mauvais film, mais il est quand même au-dessus, donc je lui mets un 4,5. Mais à part ça, visuellement, il y a rien de ouf, il y a rien de visuellement... Ah, quoique, photographie, ça va, elle est bien travaillée, bien léchée, mais... On sent que c'est pour le streaming, on sent que c'est pas pour le cinéma. Enfin, je l'ai senti comme ça, quoi. Donc, j'ai pas vraiment accroché du point de vue scénaristique, du point de vue des persos que j'ai pas trouvé attachants, du point de vue de l'histoire qui était sympa, mais plutôt osef, parce qu'il manquait ce truc. Encore une fois, il aurait dû y avoir un gros réalisateur aux manettes, pas un mec qui venait de nulle part, ou presque. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup, et c'est qui s'en rappelle de ce film, hein, vraiment? Qui s'en rappelle. Alors après, voilà, c'est ça que je voudrais revenir, c'est que certains vont dire oui, mais c'est en même temps une façon de wokiser la licence, on met Nana, un Predator qui se fait buter à la fin. Eh ben, les gars, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Parce que, regardez ce qu'ils ont voulu faire avec The Predator, ils ont voulu respecter le premier film, ils ont voulu rendre hommage, ils ont voulu servir du private joke, du fan service, ils ont voulu jouer à fond la carte de la nostalgie bourrine, etc. Est-ce que ça l'a fait? Non, vous avez kiffé Prey parce que The Predator vous a traumatisé tellement il était naze. Donc vous avez beaucoup rationalisé, et je le fais aussi par rapport à ce Prey parce que, ok d'accord, ils ont wokisé la licence, mais en même temps, qu'est-ce que vous vouliez faire d'autre? Ou on ne fait rien,
où on tente quelque chose de nouveau. Et là, franchement, je vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu tenter de dingue. S'ils avaient mis un mec, par exemple un Indien à la place d'une Indienne, ça aurait trop fait un peu Turok, je crois, comme le jeu vidéo Turok, ou ça aurait trop, je sais pas, eu un côté John Carter, je sais pas, mais quitte à être original, autant l'être jusqu'au bout. Et là, pour le coup, même si ce film j'ai pas aimé, on peut au moins lui sortir la carte de l'originalité parce que effectivement, il y a un petit peu d'originalité dans ce Prey. C'est voilà, ça se déroule chez les Indiens, enfin les Amérindiens, pardon, un prédateur avec un différent outfit, c'est un autre système, etc. Mais bon, pour moi, ça n'a pas suffi à accrocher. Et vraiment, je ne comprends pas le succès de ce Prey par rapport à certains. Vous me direz dans les commentaires pourquoi, qu'est-ce que vous lui trouvez, je veux savoir, I want know. Bon, maintenant il est temps qu'on embraye sur ce truc qui est sorti dernièrement, ça va être rapide, Predator Killer of the Killers. Je le redis encore une fois, je l'ai dit pour ma critique de Predator Badlands, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne veux plus entendre qui que ce soit me dire non mais tu comprends pas, c'est... Non, 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 vous me sortez pas des trucs comme ça en 2025, je refuse, même en France on sort pas des trucs comme ça, même en France on fait des trucs plus soignés. Regardez Mars Express, regardez Renaissance qui est sorti en 2006, mais bordel, vous allez me faire croire que les Américains sont pas foutus de produire un truc dans ce délire-là? Pourquoi on a eu ça? On parle de Predator, merde. Et c'est... Je suis désolé d'être vulgaire, mais là c'est... Et encore je me modère, parce que quand j'ai vu ce truc, j'étais... Parce que, vous savez ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé ces dessins animés Star Wars, parce que pour beaucoup, le déclin de Star Wars, ça a commencé en 2015. Non, 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 le déclin de Star Wars, c'est ça, Clone Wars. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand j'avais entendu parler d'un nouveau Star Wars, je me suis dit, wow, truc de ouf, on va avoir enfin une nouvelle licence. On a ça, une animation absolument moche et dégueulasse. Je me fous de l'histoire, je veux, là pour le coup, honnêtement je le dis, j'assume, j'en ai rien à foutre, hein, moi que scénaristiquement ce soit dingue. Moi je veux un truc, un minimum cohérent visuellement. Et ça je suis désolé, mais c'est un dessin animé pour enfants, qu'on regardait dans le début des années 2000 sur France 3. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est, non, là je parle de Star Wars, mais même chose pour Killer of the Killers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, comment vous avez pu aimer ça? Et les fans de Predator du premier qui osent me dire qu'ils ont aimé ce film, les gars, je vous comprends point. Je ne vous comprends guère. Je n'y comprends goutte parce que c'est visuellement dégueulasse et du point de vue scénaristique, c'est la même chose. L'un est imbriqué dans l'autre. Je suis désolé. Vraiment, je suis resté circonspect devant ce truc. Quand je l'ai vu, j'étais comme ça. What? Donc, je peux pas. Vraiment, ce film, je lui donne un 2, quoi. Un 2. Rien que pour le côté visuel, c'est un 0 mérité. 2025, on sort ça. Non, mais non, 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 non. Et on parle de Predator, attention. On parle pas d'une petite licence, un petit peu, voilà, personne connaît. Non, on parle d'un truc qui a fait rêver des générations entières, qui a effrayé aussi. On parle d'une grosse licence. Ils avaient pas assez de pognon pour faire un truc avec des vrais effets visuels. Non mais ça va, alors qu'on arrête 2 secondes avec le côté oui mais tu comprends c'était précis, c'était un petit peu expérimental. Non non non, aucune excuse, zéro, nada, que dalle, on me sort pas un truc comme ça en 2025, surtout sur Disney, merde. Avec l'abonnement que vous payez, vous êtes content de payer pour ça, mais c'est un scandale. Vous payez déjà une fortune, votre abonnement streaming, et comme Predator on vous sort ça. Non mais sérieux quoi. Donc non non non, moi je veux pas en entendre parler. Zero excuse for this thing. Et c'est tout. Voilà, tout ce que j'ai à en dire, parce que c'est... Mad Matt pas content, hein. Là, c'est vraiment... j'étais... ouais, bah, pas content, oui, effectivement. Donc 2 sur 10. Et encore, je suis généreux, hein, je suis large. Et enfin, pour terminer, je vais revenir brièvement sur Predator Badlands. Eh bien, ça rejoint la même chose que pour Prey. D'ailleurs, c'est le même réalisateur que Prey, et pour le coup, il a fait un meilleur boulot. Bon, eh bien, Predator Badlands, les gars, je m'adresse aux fans, parce que je sais que vous êtes encore là, les amoureux du premier Predator. Écoutez, les gars, mais... Qu'est-ce que vous vouliez proposer? Qu'est-ce que vous allez... On a changé d'époque, etc. On retrouvera sans doute un Predator un petit peu dans la même vibe que ce qu'on a vu précédemment, donc avec le premier et le 2. Mais là, pour l'instant, on est encore dans le mood progressisto, etc. Machin. Bah, mais malgré tout, eh bien, je l'ai trouvé correct. Je l'ai pas trouvé fantastique, mais je l'ai trouvé relativement sympa. Oh merde, j'ai oublié d'en parler. Ah oui, pourtant c'était très important. Mais hommage à l'acteur qui a joué le premier Predator, enfin le Predator, je parle dans le costume, dans Predator 1 et Predator 2, un acteur absolument gigantesque qui faisait 2,20 m presque, un truc comme ça. Bah bien, j'ai été horrifié d'apprendre qu'il est mort peu après Predator 2, à cause il aurait contracté le sida à cause d'une transfusion de sang. Il a dû donner son sang, je sais pas quoi, et il a chopé ça pendant la transfusion, il a chopé le sida et après il est mort d'une pneumonie, absolument atroce. Et enfin, c'est absolument horrible ce destin, alors qu'il avait que 35 ans, l'âge que je viens de prendre aujourd'hui, quand je viens de voir ça tout à l'heure,
j'étais merde, il est mort à 35 ans du sida, c'est absolument dégueulasse, alors que pourtant c'était un mec qui était promis à peut-être pas une carrière de dingue parce qu'il était trop grand pour avoir des rôles de mec lambda au cinéma, mais quand même, il avait démarré dans le costume de Predator, il avait joué dans le deuxième, il aurait peut-être pu le refaire plusieurs fois, et ça m'a attristé de voir qu'il est mort. Je pensais qu'il était encore là, je pensais qu'il était encore en vie vu qu'il était jeune pendant le premier film. Il avait quoi, ouais, il était encore dans sa vingtaine, et donc ça m'a un peu cassé le moral. Donc voilà, rendez hommage dans les commentaires à cet acteur qui jouait Predator parce que c'était lui le premier, et il est mort dans une quasi-indifférence générale en 91 des suites du sida. Il s'était marié avec une femme qu'il avait rencontrée sur le tournage d'un film, avec qui dans une série, avec qui il se mariait dans la série. Il s'est marié avec elle dans la vraie vie. Donc petite pensée pour ce gars qui nous a quittés à l'âge de 35 ans, et on l'oubliera pas parce que c'était lui le premier Predator. Bref, revenons donc au Predator Badlands. Bah oui, voilà les gars, écoutez, on a changé d'époque, et encore une fois, je vous renvoie à la gueule le The Predator de 2018. Regardez, ils ont voulu faire un truc dans la même veine que le premier, ça a pas marché, c'était de la merde. Donc au bout d'un moment, on se dit on est dans l'époque un peu woke, progressiste, etc. Est-ce que c'est pour un film woke-progressiste au sens où on l'entend? Eh bien, je suis désolé, ce Predator Badlands n'était pas si mal. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, je ne dis pas que c'est un film extrêmement réussi, mais c'est un film relativement correct, du point de vue du divertissement, du point de vue de l'action, du point de vue de l'histoire, du point de vue du Predator. Beaucoup ont été choqués par ce Predator qui, soi-disant, est déconstruit. Arrêtez vos conneries. Si on vous sortait sans arrêt un Predator qui bute tout le monde, on en aurait marre, quoi, parce qu'on a vu que ça. On a vu que des Predators qui bousillaient tout le monde, et je rappelle que un Predator déconstruit, on en a déjà eu un en 2004 avec Alien vs Predator. Rappelez-vous, quand il fraternise avec la meuf là pour se battre avec elle contre les aliens. C'est quoi ça? C'est de la déconstruction. Ils ont déconstruit le mythe. Voilà, à l'époque, ça vous a pas empêché de dormir la nuit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Predator qui veut pas tellement, mais qui finit par s'allier de par les circonstances au synthétique et au mini dragon là, ou je sais pas quoi, là, au mini singe qui se transforme en un dinosaure là. C'est en chimère. Et malgré tout, le personnage reste attachant. Et il est cool, je suis désolé. Alors que pourtant, je le trouvais très moche, etc. Mais il a su, le mec, insuffler de l'humanité au Predator. Et c'était sympa. Donc franchement, Badlands, même si j'ai pas accroché de ouf, il était pas si mauvais. Il aurait pu être encore mieux. Il aurait pu être encore plus vénère, encore plus radical, encore plus violent. Là, ils ont voulu aseptiser pour plaire aux jeunes. Excusez-les. Excusez quelque part. Là, c'est pas pour prendre leur excuse du point de vue pour tout assumer, mais mettez-vous à la place d'un mec qui bosse à la production, quoi. Vous dites, voilà, les mecs qui ont vu le premier Predator, ils prennent de l'âge, là, faut plaire aux jeunes. Qu'est-ce que les jeunes, ils aiment bien? Ils tentent quelque chose, quoi. Et je pense pas que les jeunes auraient été plus réceptifs à un truc plus violent. Je sais pas, en fait, j'en sais rien. Mais pour une œuvre soi-disant progressiste, je trouve que c'est relativement correct. Donc, par rapport à ce qu'ils nous servent en ce moment, quoi. Donc, je veux dire, quand on revient d'Alien Earth, on peut tout voir, quoi. Alien Earth, les gars. Alien Earth. Je dois vous rappeler vraiment ce qu'est ce truc. Quand vous revenez de ça, je suis désolé, mais c'est Alien Borderlands, mais c'est un Spielberg à côté, quoi. Donc, pour moi, c'était un bon film d'action. J'ai bien aimé la fin, d'ailleurs. Je spoil pas parce que le film est encore frais, tout ça, mais j'ai bien aimé la fin. J'étais assez surpris, agréablement surpris, et c'était, un bon divertissement. Voilà, je ne regrette pas d'avoir payé ma place, comme quand je vais voir un film français en général. J'en ai eu pour mon argent en termes d'action, en termes d'émotion, en termes de spectaculaire. C'est pas du Avatar non plus, c'est vrai, même s'il y a quelques petites similitudes, mais ça reste un bon film d'action, et c'est tout ce que j'ai à dire. Film d'action science-fiction. Non, il n'aura jamais l'aura ni le potentiel culte du premier Alien, mais c'est pas non plus le pire qu'on a eu. Je rappelle également, qu'on a eu le Killer of the Killer, on a eu Prey, et pourtant celui-là est largement au-dessus. Encore une fois, je le redis, sans être un chef-d'œuvre, mais du point de vue du ratio divertissement et fun et en même temps violence, parce que c'était quand même assez vénère à un certain moment, on en a eu, j'estime, pour notre argent et surtout pour notre temps, et ça c'est le principal. Bon, je m'arrête là pour cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.